Merci, bonjour à tous. Je suis content de voir que la salle est si remplie pour parler de type dépendant, qui est un sujet assez obtus en général, mais bon, je ne m'attendais pas à avoir une salle pleine. Donc bienvenue. Bon, quand j'ai parlé de ma conf à ma meuf, elle m'a dit « Ah cool, des types comme toi addicts à leur ordi ». C'était... Je vais essayer de rapprocher le micro, ça va un peu mieux? Ah, c'est super, merci. Donc voilà, c'était une petite blague, et puis j'avais promis que je la mettrais. Donc les systèmes de typage, on en connaît pas mal. Les systèmes avec du typage générique, on connaît ça en général quand on travaille en Java, en TypeScript, ce genre de choses. C'est un système de typage où il y a déjà de la dépendance, sauf que c'est de la dépendance de type à type. Donc là, par exemple, on a une liste de T qui est indexée sur un type T, qui va être une variable de type. Dans ce genre de système de typage, il y a deux niveaux qui cohabitent, le niveau des valeurs et le niveau des types. Et ces deux niveaux, en général, n'interagissent pas. Et ce sont deux langages complètement différents. Donc en Java, il se trouve que quelqu'un avait prouvé que le langage au niveau des types est Turing complet. De la même manière que Brainfuck est Turing complet, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais bon, c'est pas forcément, enfin, ça peut être douloureux. Et c'est pas forcément la bonne chose à faire. Donc dans les systèmes de typage dits dépendants, on va dépendre plus que de types. Un type va pouvoir dépendre de valeurs. Et donc c'est des choses qui vont permettre de modéliser énormément de choses. On reviendra dessus dans un second temps, où je vous parlerai un petit peu de l'historique, de d'où ça vient, et on fera une petite pause philosophique. Là, dans un premier temps, je vais déjà vous montrer quelques petits exemples pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous êtes très familier avec la syntaxe des langages de type Haskell, au camel, ce genre de choses. Donc je vais vous le présenter assez rapidement. Des structures de données se construisent à peu près de cette manière, donc avec un mot-clé data. Ici, je vais avoir un constructeur de type qui va déjà avoir une signature qui ressemble à une signature de fonction, ce qu'on va voir juste dessous. Donc avec un deux points. Le deux points, vous pouvez toujours le lire comme est de type 2, est de type ou A pour type. Donc là, résulte, on pourrait dire que bon, c'est un constructeur de type, donc c'est un peu particulier. Mais on pourrait le voir comme quelque chose qui, à partir d'une valeur d'un type U, va nous fournir un type. Donc c'est un constructeur du type, et ici, dans un constructeur de type, après data, en fait, on va toujours avoir une signature qui termine par type, parce que c'est un constructeur de type. Et dessous, on va avoir des constructeurs eux-mêmes, donc des constructeurs de données pour le coup. Au-dessus, vous avez le constructeur de type, et ça, c'est des constructeurs de données qui vont être des signatures aussi. Et donc là, vous allez avoir des paramètres séparés par des flèches. Vous ne vous préoccupez pas des flèches, juste la dernière flèche signifie que derrière, il va y avoir le résultat. Et tout ce qui est avant, ça va être des paramètres. D'accord ? Donc ici, le constructeur 1 a deux paramètres, P1 et P2, et il va réutiliser la valeur, le type P2 pour ici construire un résulte de P2. Bon, pourquoi pas, c'est juste un exemple, c'est juste pour vous familiariser avec la syntaxe. Et dessous, j'ai une petite fonction, donc syntax example, donc qui prend en entrée une string, un int, auquel je vais donner un nom, je vais l'appeler P2. Comme ça, je vais pouvoir le réutiliser plus tard dans mon résultat. Ici, je vais pouvoir passer ma valeur de P2 à l'intérieur de résulte. Et je vais pouvoir construire le type résulte P2. Donc ici, ça, c'est un type, puisque c'est résulte appliqué à une valeur, donc c'est un type. Et donc, une fonction, ça va toujours être ça, une déclaration de type, et puis ensuite une définition derrière qui va fonctionner par analyse de cas ou par pattern matching, comme on dit parfois. Donc on verra des exemples plus tard. Donc ici, je vais juste répéter le nom de ma fonction, et puis je vais lui passer ses paramètres. Donc je vais pouvoir les décliner en fonction des cas possibles, des constructeurs de chacun de ces paramètres. Donc ça fera plusieurs lignes possibles, on verra ça plus tard. Et puis ensuite, un égal et une définition. La définition, ça peut être ce qu'on appelle un trou, c'est le terme technique, donc pas de blague s'il vous plaît. Et ce trou, en fait, ça dit, donc ici pour le coup au langage Idris, que je n'ai pas d'implémentation pour le moment, je sais que je devrais mettre quelque chose, fais comme s'il y avait quelque chose. Et en général, voilà, Idris accepte. Typeof, dans pas mal de langages, c'est quelque chose qui nous est donné par le langage en lui-même. Dans Idris, je vais pouvoir l'implémenter comme une petite fonction, toute simple. Donc je vais ici définir sa signature. Donc typeof, ça va prendre un paramètre x de type t,
Et puis je vais avoir un paramètre implicite devant, je suis obligé de le mettre pour des raisons que, en fait, si je ne le mets pas, Idris ne va pas me laisser utiliser la valeur t, en fait, le type à l'intérieur de la définition dessous, donc je suis obligé de le mettre. Mais je ne serai pas obligé de le répéter quand j'appelle typeof. Donc là, vous voyez que je n'ai pas de définition de typeof pour l'instant, j'ai juste sa signature. Idris accepte ça et considère que typeof c'est comme un trou en fait, je pourrais le remplir plus tard si je veux. Et je peux demander à Idris de m'aider à le construire. Donc je vais faire ici mes petites manipulations, donc il y a des raccourcis clavier dans... Là je suis dans Emacs, mais il y a un plugin pour VS Code aussi, vous inquiétez pas. Donc ici je vais demander à Idris de me générer déjà une première clause, et ici je vais lui demander d'aller voir s'il ne peut pas remplir le trou tout seul. Hop, voilà, donc il y est arrivé. Du fait qu'il sait, alors c'est un petit peu long parce qu'il y a des choses en dessous du fichier qui sont un petit peu longues à exécuter, on le verra tout à l'heure. Donc ici, Idris a été capable de me générer cette définition par lui-même, du fait que, bon, déjà elle est relativement simple, et puis qu'il est très intelligent. On va avoir besoin d'autres choses tout au long du reste de la présentation, c'est le type égalité. Donc là, je définis une pseudo-égalité, elle n'est pas définie exactement comme ça dans Idris, mais c'est pour vous montrer en gros à quoi ça pourrait ressembler. Donc c'est un type qui va prendre deux paramètres, alors de même type ou pas, là pour le coup j'ai mis le même type, et qui va n'avoir qu'un seul constructeur, qui s'appelle refl, pour réflexivité. Parce qu'en fait, la seule valeur possible du type equals, ça sera un type equals xx. Donc, une chose ne peut être égale qu'à elle-même. Okay, donc, on ne peut pas avoir un equals xy où x serait... on pourrait prouver que x est différent de y. Donc là, ça nous permet de nous assurer que cette définition, on peut mettre des deux côtés du égal que exactement la même chose. Donc le signe égal, ici, ça va être un alias pour le type equals. Et il va être une fixe, donc on pourra le mettre entre les deux valeurs x. Donc on pourra l'écrire effectivement comme x égale x, on pourra l'écrire effectivement comme ça. C'est ce qu'on fait ici. Ici, j'ai mis un type of SumString et string. Donc les noms, en général, bon, on les sort du chapeau. Et ça a pour type type of SumString est égal à string. Donc ce qui serait normal, puisque une string, ça a comme type string, et comme typeof est censé nous extraire le type de notre string, normalement, on devrait ici avoir une égalité valide. Donc pareil, je n'ai pas encore de définition de ça, je n'ai que défini la signature, qui est en fait juste une valeur, hein, c'est une variable, c'est pas une fonction ici. Tout ça, c'est un type. Hein. D'accord, c'est pas un booléen, c'est pas quelque chose comme ça, c'est vraiment un type. Donc est-ce qu'il est habité, est-ce qu'il a des valeurs à l'intérieur de ce type ou pas? S'il en a une, c'est forcément refl, puisque le constructeur de equal, il n'y en a qu'un seul, c'est refl. Donc je vais demander à Idris de voir s'il est capable d'aller chercher tout ça par lui-même. Hop. Est-ce que tu sais faire? Ah, oui. Donc je recompile, et dès que les couleurs se réaffichent, ça veut dire que bon, le fichier est bien compris par Idris et qu'il est content. Ça va à peu près jusqu'à présent? Ouais, ok. Alors on va passer à un exemple un tout petit peu plus compliqué. Dans beaucoup de langages, on a printf. Printf, ça permet de passer une string avec dedans des petits aiguilles, des %d, des %s, etc., qu'on va compléter ensuite dans l'appel à printf par des strings, des int, etc., en fonction de ce qu'on a mis dans le message. Donc c'est de l'interpolation de chaînes de caractères. Donc ici, on va pouvoir définir printf. En Idris, on peut définir printf de manière complètement sécurisée, enfin, mais je ne vais pas le faire en entier, je vais juste vous faire la partie où on définit la signature de ce que devrait être printf en fonction du message qu'on lui passe. Donc ici, on a une fonction printf qui prend une liste de caractères. On travaillera avec des strings après, mais on appellera une petite fonction pour extraire la liste de caractères de cette string. Et ça va nous donner un type. Ce sera une fonction, en fait. Donc si notre liste de caractères est vide, notre type, c'est juste string. Parce que si notre message est vide, on veut juste renvoyer une string, en fait. Si notre string commence par les deux caractères % et s, alors on va renvoyer une fonction
qui a pour type, qui prend un paramètre string en premier et qui renvoie printf type sur le reste de ma chaîne de caractères. Okay, donc on va récurser sur printf type sur le reste en ayant éliminé le préfixe qui est %s. Pareil pour %d, sauf que dans ce cas-là, ça sera un int. Et puis dans le cas où c'est n'importe quoi d'autre, on va juste récurser sur le reste, sur le suffixe. Donc si j'ai un message, une string qui a cette forme-là, donc SomeString avec un %s, then SomeInt, un %d et end of message, je m'attends à recevoir effectivement pour printf type sur ce message une fonction qui prend en entrée une string, un int, et qui me renverra à la fin une string. Okay, donc je suis forcé, si je veux utiliser printf, sur ce message-là, de lui passer une string, de lui passer un int avant de recevoir ma string. Et donc là, effectivement, j'ai bien fait mon égalité. Donc ça, c'est un type égalité, encore une fois. Et il est bien populé par une valeur de refl. Donc effectivement, j'ai bien prouvé que l'appel à cette fonction, printf type sur unpack message, donc c'est cette fonction unpack qui va transformer message en liste de caractères, ça va bien me renvoyer ce type-là, ce type de fonction-là. Donc, on va revenir à notre petit laïus. Et on va faire un petit saut en arrière de à peu près un siècle, un peu plus d'un siècle. En ce moment, avant de faire le petit saut, en ce moment, les mathématiques s'automatisent beaucoup. Donc il y a énormément de travaux en mathématiques pour formaliser tous les théorèmes qu'on connaît. Les mathématiciens s'amusent beaucoup à utiliser les assistants de preuve pour essayer de vérifier que leurs travaux effectivement tiennent debout. Donc ces assistants de preuve sont basés sur les mêmes théories de type dépendant que Idris. Donc quand vous utilisez Idris, vous avez à peu près les mêmes garanties que ce que vous pouvez avoir dans Coq, dans Agda, dans Lean, etc., qui sont utilisés plus par des équipes de mathématiciens. Donc là, oui, ce que je vous ai listé, c'est deux librairies qui se construisent au fur et à mesure par des mathématiciens de manière collaborative, qui viennent chacun rajouter leur propre théorème à l'intérieur de ces librairies standards, entre guillemets, et ça leur permet de partager leur code, entre guillemets, et donc de partager leurs résultats, d'avoir confiance dans le fait que les résultats sont effectivement bons, que les théorèmes sont effectivement prouvés, et donc, comme ça, collaborativement, ils peuvent travailler plus vite. Tout ça, ça vient de la fin du 19e siècle, enfin, ça vient d'encore plus loin, mais la fin du 19e siècle, c'est là où on a commencé à cristalliser les recherches pour créer des fondements des mathématiques, c'est-à-dire avoir une sorte de socle commun qui permette de modéliser toutes les maths. Donc ça s'est recentré au début du XXe siècle par la théorie des ensembles. Donc si vous étiez à la présentation d'Arnaud ce matin sur TLA+, c'est un outil qui utilise les fondements des mathématiques basés sur la théorie des ensembles et sur la logique classique. Mais les travaux ont continué par la suite. Dans les années 30, théorie de la calculabilité, donc les machines de Turing d'un côté, le lambda calcul de l'autre, on s'est rendu compte que c'était la même chose, que tout ce qui était calculable rentrait dans ces modèles-là. Et dans les années, fin des années 60, début des années 70, théorie des types dépendants, qui permettent donc d'être une sorte de nouveau candidat pour les fondements des mathématiques. Donc une nouvelle manière de fonder les mathématiques. Et puis il y a eu d'autres travaux qui sont arrivés plus tard, notamment la théorie homotopique des types. Je ne vais pas vous en parler du tout, même si c'est des sujets passionnants. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, c'est encore des choses dans lesquelles on continue de progresser. Au début du XXe siècle, il y avait une grosse guerre entre matheux. C'était autour de la notion de tiers exclu. Donc, il y avait les classiques d'un côté, les constructivistes en gros de l'autre. Donc, les classiques, c'est un terme que moi j'emploie pour regrouper les logicistes et les formalistes. Donc, des gens qui acceptaient le tiers exclu, donc qui acceptaient la logique classique, et les constructivistes qui, eux, la rejetaient pour des raisons philosophiques à la base. Surtout pour les intuitionnistes d'ailleurs. Donc il y a un nom ici, c'est Brouwer, qui est important, c'est lui qui est à la base de l'intuitionnisme. C'est un nom qu'on retrouve beaucoup dans la littérature scientifique sur tout ce qui est logique constructiviste. En fait, on intervertit les deux mots souvent, constructiviste et intuitionniste. C'est pas très important, mais en fait, il y a quand même des subtilités philosophiques à la base.
Donc qu'est-ce que c'est que le tir d'exclus? Pour vous parler du tir d'exclus, je vais d'abord vous parler de décidabilité, parce que c'est quelque chose qui est assez important, que je pourrais peut-être, si j'ai le temps, continuer de développer à la fin de la présentation. Mais vu comme c'est parti, c'est pas sûr. Donc la décidabilité, c'est pour une certaine proposition donnée, j'ai soit une preuve que cette proposition est vraie, soit j'ai une preuve qu'elle n'est pas vraie. Donc soit j'ai une preuve de P, soit une preuve de non-P. Le tir exclu, c'est ça, mais étendu à toutes les propositions possibles. Donc il se trouve que si vous acceptez le tir exclu, vous acceptez d'éliminer la double négation. Pour vous, non-P, c'est la même chose que P. Alors, dans le langage courant, dans le langage commun, ce n'est pas le cas. Quand on dit ce n'est pas un échec, ça ne veut pas dire c'est un succès. L'élimination de la double négation, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose qu'on a mis dans les mathématiques, mais en fait, c'est pas toujours une bonne chose à faire. Donc pour les constructivistes, c'était quelque chose à ne surtout pas faire. Donc c'est pour ça principalement qu'ils rejetaient le tir exclu. Donc ici je vous cite Per Martin-Löf, qui est le père d'une théorie des types dépendants qui est en gros la mère des autres, quoi. Donc qui écrivait ça en 1984. Brouwer réalisa que la vraie source de non-calculabilité des fonctions des mathématiques classiques, c'est la loi du tir exclu. Donc en fait, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on voulait formaliser les mathématiques, qu'on voulait le faire de manière calculable, mais que si on employait les mathématiques classiques, on ne pourrait pas le faire. Donc il fallait partir sur d'autres bases. L'arnaque du tir exclu, bon, allez, je vais vous le faire rapidement. En gros, dans des systèmes formels dans lesquels on peut prouver le tir exclu, dans lesquels il n'est pas supposé, mais dans lesquels on peut le prouver, la forme de la preuve va prendre à peu près la forme de cette parabole. Donc, drame en 2 actes, acte 1 autour d'une lanterne, le génie. Soit, option A, tu me donnes 1 million d'euros et j'exauce n'importe lequel de tes vœux. Soit, option B, je te donne 1 million d'euros. Mais c'est moi qui choisis A ou B. Et je choisis l'option A. Le naïf dit « Ok, ça en va par bons et par veaux, bon gré mal gré, essayez de trouver 1 million d'euros. » Il revient 20 ans plus tard en sueur et très fatigué. Voici 1 million d'euros. Le génie prend le million d'euros, lui dit bravo, mais en fait, je choisis l'option B, voici 1 million d'euros. Donc la source de la non-calculabilité, en fait, c'est là. Il y a une arnaque qui est faite quelque part, qui est qu'on utilise la notion de double négation de manière un petit peu cavalière. Sauf que pour nous, programmer, c'est construire. Quand on programme quelque chose, quand on fait un programme, c'est qu'il va fournir une valeur derrière. Ce n'est pas un programme qui va juste nous dire oui, il existe un X tel que la propriété que tu veux. Non, pour nous, effectivement, dire il existe un X tel que quelque chose X, c'est dire si joint le X avec le quelque chose X. Donc c'est des données qu'on manipule et on arrive toujours à les fournir à la fin. Donc on se place dans une logique constructiviste. Très rapidement, je vais vous faire la correspondance entre la logique constructiviste et les types dans la théorie des types dépendants. Je vais essayer de passer rapidement. En gros, il y a une correspondance qui est dite de Curie-Howard. C'est le nom des personnes qui se sont rendues compte que, enfin, surtout Howard en premier, et puis bref. Donc en logique, le vrai, c'est le vrai. Dans les types, ça va être en vrai n'importe quelle chose, n'importe quelle valeur, n'importe quel type qui est populé, qui a des choses, mais de manière canonique, ça va être le type singleton, on l'appelle en général unit, donc c'est le type qui n'a qu'une seule valeur. Le faux, donc dans la théorie des types, souvent on l'appelle void, même si ce n'est pas forcément un nom très recommandable. Donc ça va être un type vide, un type qui n'a pas de constructeur de données. Donc c'est un type pour lequel on n'aura jamais de valeur. On a l'implication, donc A implique B. Dans la théorie des types, c'est juste une fonction. Donc on prend en donnée un A et on fournit un B. La négation, alors ça c'est intéressant parce que dans la logique constructiviste, on ne peut pas utiliser la négation classique, donc on est obligé de le faire par A implique faux. Donc on le traduit dans la théorie des types par A donne void. Il faut bien se rendre compte que c'est brutal ça. Si j'ai A qui implique void, ça veut dire que A, je ne peux pas avoir de valeur. C'est impossible, puisque je suis obligé de mapper une valeur de A sur une valeur de void. Comme il n'y a pas de valeur de void, je ne peux pas avoir de valeur de A. D'accord ? Donc la conjonction, c'est une simple paire. La disjonction, ça va être un typizer. On trouve ça dans d'autres langages désormais. Donc ça va être une disjonction au niveau des types avec deux constructeurs différents.
Tout ça, c'était de la logique intuitionniste sans type dépendant. On peut très bien faire tout ça dans un système de typage de type lambda calcul simplement typé, il n'y a pas de problème. Pour les deux suivants, on est obligé de passer au type dépendant. Et c'est ça qui apporte vraiment des choses en plus. Donc le pour tout x, p de x, donc ça va être une fonction dépendante où on va avoir un x d'une valeur t qui va donner une valeur de p de x. Donc p de x est un type ici. P est un prédicat et p de x est un type. Et il existe x tel que p de x. Là, ça va être un couple de valeurs. Ça va être deux valeurs. Alors on désigne le... Ici, en fait, c'était un couple non dépendant, donc on mettait juste une virgule. Quand c'est un couple dépendant, on met un double étoile en hydrisme, c'est comme ça, c'est de la syntaxe. Donc on a le x de t qui va nous permettre de définir une valeur du type p de x. Et on fournit les deux à la fois. Le tiers exclu selon Curie-Howard, donc comme je vous disais, void, le type qui n'a pas de valeur, donc on peut le définir, mais on ne définit pas de constructeur pour lui. Note, donc la négation, ça prend un type et ça renvoie un type, donc note de t, c'est t implique void. Et le tiers exclu, ça va être pour tout type, t, ou bien j'ai un t, ou bien j'ai un non-t, donc une preuve que t ne peut pas exister. Et bien ça, en Idris en tout cas, vous ne pourrez pas le prouver, vous ne pourrez pas écrire de définition de cette fonction. Vous pouvez toujours le supposer et l'utiliser pour simuler de la logique classique, mais vous ne pourrez pas compiler votre programme, quoi. Donc petite démystification, quand on parle de preuve formelle, dès qu'on est dans un système de typage, on est dans un système formel. Donc chaque fois que vous travaillez en Java, vous faites en gros, dès que ça compile, en fait, c'est aussi des preuves formelles qui sont utilisées. Donc ça n'a pas besoin de forcément aller très loin. Donc là, l'exemple canonique, voilà, greeting string, la preuve que string existe, c'est une preuve par l'exemple, je donne une valeur et puis c'est bon. Donc c'est pas très intéressant parce que string a énormément de preuves. On peut donner une preuve par valeur de string. Donc c'est pas une proposition logique forcément très intéressante. De même, si je prends la signature, à partir d'un nat, je peux avoir un nat. Donc c'est quoi un nat? C'est un entier naturel, on les définit comme ça en général. Donc on prend z, c'est le constructeur pour 0, et s, c'est le constructeur pour le successeur. Donc si on veut définir 2, ça va être le successeur du successeur de 0. Okay. Donc là, ici, j'ai 4 fois la signature nat implique nat. Directement dans le constructeur du successeur, dans l'identité sur les entiers naturels, qui à partir d'un nat donne un nat de manière très simple, puisque je reprends juste la même valeur qu'on m'a donnée au départ, plus 2, donc à partir du n, je fais s de n, bon, ok, minus 1, donc j'ai mis cet exemple surtout pour vous montrer le pattern matching, en fait, l'analyse de cas. Donc si jamais le n qu'on nous passe est effectivement un z, donc construit comme z, on va renvoyer z parce qu'on ne peut pas faire moins en fait, dans cet encodage des entiers. Et minus 1s de Sn, ça va être juste n. Donc on va retrancher 1 d'une certaine manière en enlevant le constructeur du successeur. Donc la proposition NaDNat, comme on voit, elle a énormément d'implémentations, elle en a autant qu'on veut. En fait, c'est pareil que string. Donc c'est pas forcément une proposition d'un point de vue logique très intéressante. D'un point de vue pratique, quand on programme, c'est intéressant. Mais si on regarde notre code avec des lunettes de logicien, c'est pas forcément très intéressant. On n'a pas prouvé une propriété super géniale. On ne peut pas trop prouver. Je vais passer très rapidement, comme ça. C'était pour bâcher un petit peu TypeScript où on peut avoir du never quand on veut, et Java où évidemment on peut avoir ce qu'on veut avec nul. Donc des systèmes de typage très bien pensés. Ils sont formels d'une certaine manière, mais ils sont un peu bancals, quoi. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est se poser la question, quand on a les types dépendants et donc la puissance de toutes les mathématiques derrière, jusqu'où on peut aller pour préciser les types de manière à ce que les implémentations, le nombre d'implémentations qui valident ce type-là, soit pas trop grand, quoi, qu'on ait en gros
un typage qui soit intéressant, et où ça soit difficile de trouver des implémentations qui donnent une valeur pour ce type. Donc la tautologie de base, on a déjà vu les NAT, on a déjà vu IDNAT, mais je pourrais très bien implémenter IDNAT différemment. IDNAT, je pourrais très bien dire que IDNAT de n c'est égal à z. Évidemment, c'est un bug, mais c'est une valeur possible de la fonction pour cette signature. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas préciser ça? En fait, parfois, juste en enlevant de l'information, donc en prenant t comme une variable, donc ici, pour id, à partir de n'importe quelle valeur d'un type t, je peux avoir une valeur d'un type t, je ne peux plus avoir cette fausse implémentation. Ici, la seule implémentation possible pour ce programme-là, ça sera effectivement ça, parce que je n'ai pas d'informations sur t. Je ne sais pas ce que c'est t comme type. Donc, ça pourrait peut-être même potentiellement être un type pour lequel il n'y a pas de valeur. Donc, id de void, c'est possible. Et là, je promets que si on me donne une valeur de void, je renverrai la valeur de void. Bon, évidemment, personne ne pourra jamais en avoir, mais bon. Donc, de ce fait, cette implémentation-là est la seule pour cette signature-là. Donc là, c'est très simple. On va essayer de prendre un cas un petit peu plus élaboré, mais pas trop. Donc on va partir d'une liste, une liste chaînée. Donc ça se définit de manière très proche des entiers naturels. Donc on a un constructeur nil qui est la liste vide, et puis ce qu'on appelle un cons, donc c'est quelque chose qui va prendre une valeur de notre type indexé dans la liste, donc ce type-là. Une autre liste en tail, donc en queue, et ça va nous donner donc une nouvelle liste. Donc en fait, ce constructeur cons, c'est une sorte de prepend. Si je veux définir le fait d'extraire la tête d'une liste, tout simplement comme ça, j'ai une liste de t, est-ce que je peux avoir un t? Ben non, je ne peux pas. Parce que si c'était un cons, je peux oui extraire un x, mais si c'était nil, j'ai rien. Donc je ne peux pas fournir de valeur de t. Donc comment on fait dans ces cas-là? On peut se dire je vais utiliser un maybe. Alors un maybe, il y a des choses comme options qui existent ou optional en Java qui permettent de dire j'ai une valeur, mais parfois j'ai rien. Donc quand j'ai rien, j'ai une valeur par défaut. C'est une sorte de nul amélioré. Donc dans ce cas-là, je ne vais pas avoir de problème pour définir ma méthode, ma fonction head. Par contre, je peux créer aussi une implémentation fautive, où je renvoie toujours nothing. C'est une implémentation qui est complètement valide pour cette signature-là. Donc je vais insister un petit peu, je vais créer une nouvelle structure de données qui est liste 1, qui a toujours de manière garantie une valeur à l'intérieur. Donc si je la construis, c'est qu'il y a forcément une valeur à l'intérieur. Dans son constructeur, donc ici je vais utiliser le triple colonne, je vais avoir forcément une valeur à l'intérieur, puis ensuite une liste qui est potentiellement vide derrière, et ça va me donner une liste 1. Donc là, encore une fois, pour extraire la tête de liste 1, j'ai aucun problème. Je peux aller juste chercher ce que j'avais au début. Par contre, je peux aussi avoir une implémentation fautive. Donc s'il n'y avait qu'un seul élément, je le donne. Et s'il y en avait plus de 1, je donne le deuxième. C'est aussi une implémentation de cette signature-là. Donc j'ai toujours pas résolu mon problème. Je peux aller encore plus loin en créant des listes hétérogènes. Donc une liste hétérogène, c'est quoi? C'est une liste qui va être indexée par une liste de types. Donc en gros, c'est une sorte de tuple. Si vous connaissez les tuples dans certains langages, ça va être une liste de taille finie avec, par exemple, je vais définir que j'ai un tuple de string int boolean. Donc je vais avoir 3 valeurs qui seront forcément une string, un int et un boolean. Et là, on va pouvoir faire exactement la même chose en passant une liste de types qui seront ceux pour lesquels on veut des valeurs. Hop, donc là, je me suis dit que tiens, j'allais vous montrer que Idriss peut le faire tout seul. Donc encore une fois, hop, analyse de cas. Donc Idriss sait que s'il y avait une valeur pour cette hashlist, elle a forcément cette forme-là. Et donc là, je lui demande de me trouver une valeur pour ça, et il y arrive. Okay, donc là, j'ai rien tapé, j'ai juste fait des petites commandes pour demander à Idriss de chercher des choses intéressantes. Et là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ici, j'ai absolument aucune autre implémentation possible pour ça. Donc, je suis arrivé à un point où j'ai tellement bien spécifié mon type que j'arrive au moment où l'implémentation coule de source.
Tout simplement parce que j'ai encodé mon implémentation dans mon type. Donc vous pouvez aller toujours jusqu'au point où vous prenez votre implémentation, vous la mettez dans votre type et puis ça vous fait un type assez précis. Et donc évidemment, c'est bien, mais c'est pas non plus l'idéal. Ça veut dire qu'on est allé un petit peu trop loin. Donc la question c'est jusqu'où ne pas aller trop loin, quoi. Et ça c'est l'expérience qui le dit. En fait le pouvoir que fournissent les types dépendants, qui est de modéliser absolument n'importe quoi, puisque ça a la même puissance que les mathématiques, fait que souvent on va commencer à partir dans des sous-implémentations de trucs en mettant des indexations de choses qui nous paraissent intéressantes. Donc on va surspécifier notre programme et au final, bon, ça va devenir extrêmement précis mais inutilisable. Donc là, on va revenir en arrière. Il me reste à peu près 10 minutes. Je suis assez content. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec les types dépendants dans le cas d'une optimisation de fonction. On va ignorer un petit peu ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, qui est d'essayer de trop spécifier ou pas assez spécifier les choses. J'y reviendrai juste après si j'arrive à passer le cap dans les 10 minutes. Donc, est-ce que vous êtes familier avec le kata du rover, donc le petit Mars rover? Donc c'est un exercice de programmation qu'on fait souvent, qui est qu'on a voilà, un petit rover qui est sur la surface de Mars, on peut lui envoyer une liste de commandes, donc il a sa position, et on doit calculer sa position après avoir effectué la liste de commandes. Donc on va partir de cet exemple-là. Donc je vais vous passer tout un tas de détails qui sont des détails pas très importants sur la manière dont on spécifie comment est positionné le rover sur Mars, ou sur la banquise d'ailleurs, puisque c'est le thème. Et donc ici, on a les instructions possibles qu'on peut envoyer au rover. On peut lui dire d'avancer, on peut lui dire de tourner à droite et de tourner à gauche. Okay, donc c'est les seules choses qu'il peut faire, c'est les seules choses qu'on peut lui dire de faire. Donc instruction, là c'est un petit alias de type en fait pour une liste d'instructions, donc j'ai mis un S pour que ça soit au pluriel. Et puis on a une fonction pour bouger notre rover. Donc à partir d'une liste d'instructions et d'une position du rover, alors, ces parenthèses sont pas importantes, elles peuvent être ignorées. Je vais calculer la nouvelle position du rover. Donc si dans mes instructions, évidemment, j'avais rien, eh ben, il garde la même position. D'accord ? Donc de pause, je renvoie pause. Si dans mes instructions, je commençais par un A, ça veut dire qu'il faut que j'avance. Donc je vais me rappeler, donc je vais récurser sur move, sur le reste des instructions, et par contre ma position aura changé, j'aurai avancé entre-temps. Pareil pour les autres cas, j'aurai tourné à droite ou tourné à gauche en fonction de l'instruction. Donc ça c'est très bien, mais on se dit, quelqu'un pourrait très bien m'envoyer des instructions, ou plusieurs personnes pourraient m'envoyer des instructions. Quelqu'un m'envoie une liste d'instructions, un autre une autre, mais si je les concatène, il y a des choses à l'intérieur qui ne sont pas cohérentes. Par exemple, il y en a un qui me demande à la fin de tourner à droite, et puis l'autre qui me demande pour repartir de tourner à gauche. Ou dans l'autre sens pour vous, je ne sais pas. La droite et la gauche, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est optimiser notre liste d'instructions, et dire que si je trouve à l'intérieur de ma liste un tourné à droite et un tourné à gauche, bah, je peux juste les enlever. Donc on va juste faire ça. Donc là, j'ai une fonction qui va prendre une liste d'instructions, qui va me renvoyer une liste d'instructions. Encore une fois, d'un point de vue du logicien, ça n'a pas grand intérêt. Mais du point de vue de l'optimisateur, ça va en avoir plus. Donc si j'ai une liste d'instructions qui est vide, évidemment, j'ai rien à faire. Mais si on m'envoie quelque chose qui est préfixé par R et L, je peux juste renvoyer l'optimisation sur le reste. Okay, sur le suffixe. Pareil dans l'autre sens, L et R. Si on m'envoie quelque chose qui commence par 3R, c'est comme si en fait, j'avais un L. Donc tourner 3 fois à gauche, c'est toujours des rotations de 90 degrés. C'est pas... Donc tourner 3 fois à droite, c'est pareil que tourner une fois à gauche, et inversement. Il y a un petit zigouigoui, là, le assert smaller, qui est que je suis obligé de mettre ça pour convaincre Idriss
que je ne récurse pas sur quelque chose qui va grandir à l'infini. Donc il n'est pas très intelligent pour ça, donc parfois il faut l'aider un petit peu. Et donc dans le cas de base, optim_inst de x suivi par xs, c'est juste x suivi par optim_inst de xs. Donc là, on a optimisé 4 cas possibles, on pourrait en mettre plus, hein, et puis après ça ferait des preuves plus compliquées pour ce que je vais vous montrer après, mais bon, c'est déjà 4 cas qui sont non triviaux et qui me permettent de vous illustrer ensuite qu'on va pouvoir effectivement prouver des choses sur cette optimisation. Parce que je pourrais très bien ici inclure un bug, je pourrais très bien optimiser les choses, mais je n'ai pas bien réfléchi. Et il se trouve que mon optimisation change le comportement de move. Ça pourrait être le cas. Là, a priori, ce n'est pas le cas, mais est-ce qu'on peut le prouver ? Et oui, on peut le prouver. On peut le prouver grâce à cette fonction que j'ai appelée comme ça. Encore une fois, prenez pas trop de optim_inst_table, ouais, c'est pas si mal. Donc on a une position de rover, on a une liste d'instructions. Et ce que je veux prouver, donc ce égal, on pourrait le mettre là. Mais bon, c'est pareil que là où il était. J'ai mis ça pour que ça soit bien aligné, pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc move de optim_inst de yes. Donc est-ce que ici j'ai optimisé ma liste d'instructions à partir de la position que j'avais initialement. C'est la même chose que move de mes instructions sans optimisation à partir de la même position. Donc si j'arrive à prouver que j'arrive à réduire ce truc-là à la même chose que ça, je vais prouver qu'effectivement mon optimisation n'a pas d'effet sur là où je veux aller à la fin, donc sur la position finale du rover. Donc l'implémentation de cette fonction, c'est ça. Mais en vrai, le vrai travail, il n'est que dessous ici, parce que tout ça, en fait, si je mets un trou ici, que je demande à Idriss de me générer ça, il le fait tout seul. En fait, tous ces cas-là, il arrive à les faire tout seul, et il n'y a que les cas où j'ai effectivement fait une optimisation, où j'ai besoin de travailler un petit peu. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, hein, c'est juste pour vous illustrer les choses. Il y a une autre chose, par contre, qu'on pourrait prouver sur notre système, c'est que notre optimisation optimise vraiment quelque chose. Parce que là, j'ai fait un truc, j'ai modifié des instructions, mais qu'est-ce que j'ai effectivement optimisé ? Pour ça, j'ai besoin d'une fonction de coût. Donc, je vais définir, par exemple, ici, une petite fonction de coût qui va s'appeler cost, qui, à partir d'une liste d'instructions, donc costfn, c'est un alias pour une fonction qui va prendre des instructions et qui va envoyer un nat. Donc, qui va calculer un nombre à partir d'une liste d'instructions. Donc, si je n'ai pas d'instruction, j'ai 0. Par contre, si j'ai un A, ça me coûte 2. Donc, avancer, ça me coûte 2. Je ne sais pas, 2 watts, enfin 2 wattheures, j'en sais rien. Et quoi que ce soit d'autre, donc left ou right, ça me coûte 1. Donc, à partir de cette fonction de coût, est-ce que je peux prouver que mon optimisation a effectivement optimisé quelque chose ? Eh bien, il n'y a évidemment pas trop de suspense. Oui, je peux. Sauf que ce n'est pas le bon fichier. Voilà. Donc, je vous passe les détails encore une fois. Mais ici, optimCost, c'est une fonction qui dit qu'à partir d'une liste d'instructions, le coût de mes instructions optimisées est plus petit que le coût de mes instructions sans optimisation. Okay. Et encore une fois, là, bon, voilà, tout ça, c'est des cas simples où Idriss sait s'en sortir tout seul. Et puis, les cas où j'ai eu besoin de faire un peu de boulot, voilà, il y en a un petit peu plus. Voilà. Mais au final, c'est pas énorme. Donc, j'ai une deuxième fonction de coût pour le cas où mon rover est cassé et n'arrive plus à tourner à gauche. C'est celle-là. Ah non, d'ailleurs j'ai changé, je ne sais plus pourquoi. Ah ben si, il n'arrive plus à tourner à droite, pardon, il peut tourner à gauche. Donc il peut tourner à gauche, ça lui coûte 1, mais pour tourner à droite, il est obligé de faire tout le tour, en fait, de faire 3 rotations dans l'autre sens. Et donc même avec cette fonction coût-là, j'arrive à prouver donc c'est la même chose, sauf que ici j'ai une fonction de coût différente.
Okay. Et donc, comme il y a les jolies couleurs d'Idriss affichées, ça veut dire qu'il a bien compilé et que ma proposition est valide. J'arrive à 39 minutes et 50 secondes. Je vais m'arrêter là. Je pourrais vous parler de pureté, de totalité et de revenir sur la décidabilité, mais voilà, je vais laisser ça pour des questions si vous en avez. Un gros aspect que je n'ai pas pu évoquer, c'est outils de conception. Les langages à type dépendant sont des outils qui vous permettent d'explorer le système que vous avez à modéliser, un peu comme TLA+. Donc c'est aussi, moi je m'en sers un peu comme tableau blanc, c'est-à-dire que voilà, je jette des idées dessus, j'essaie de déterminer quelles sont les propriétés intéressantes de mon système, quels sont les invariants et qu'est-ce que je peux prouver dessus. Et après, voilà, je transcris ça dans le code en Java, puisque je fais du Java principalement, de la manière que je peux. Mais bon, c'est quand même quelque chose d'intéressant de pouvoir explorer ça sans limite liée au système de typage. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire un petit atelier sur ce genre de langage, venez me voir après. On pourra peut-être organiser un petit événement si on est assez nombreux. Donc, voilà. Donc, je vous laisse avec ça. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être venus aussi nombreux.